à coups de pourquoi. Écoutez bien, ici, les spécialistes de la résilience, les survivants du cancer, vous racontez leur traversée, leurs chocs, leurs peurs, leurs espoirs et leurs choix face à cette maladie qui les transformera à tout jamais. Cristal, j'ai 40 ans, je suis divorcée, je travaille en tant que traductrice-interprète et j'habite à Boulogne-Billancourt. J'ai eu un cancer du sang triple négatif dans le sein gauche avec une mutation du gène BRCA1. Et la date de mon diagnostic, c'était le 18 septembre 2018, 2 jours après mon anniversaire. Bonjour Cristal. Bonjour. Merci d'être venue jusqu'au studio pour nous raconter ton histoire. Merci pour m'avoir invitée, avec plaisir. On se rencontre pour la première fois, mais on a participé au même livre. Exact. Et c'est comme ça en fait que je t'ai rencontrée. Exactement. Donc c'est la première fois qu'on se voit, mais on a une œuvre en commun. Alors on est très contente parce qu'il vient de sortir la semaine dernière. Oui, la semaine dernière, exact. Et ça s'appelle I Walked That Path Too. J'ai vécu la même chose. J'ai fait le même chemin. Et c'est donc un livre qui a été coécrit par plusieurs auteurs, dont les chapitres sont rassemblés par Sophie Roméas, qui nous a tous cherchés et trouvés. Voilà, on est très contents de ce travail. Exact. Et alors aujourd'hui, Cristal, c'est de toi qu'on va parler et j'aimerais savoir déjà comment ça va aujourd'hui. Waouh, quelle question. Non, c'est toujours une question difficile, je trouve, ça va. Tu trouves que c'est une question difficile depuis la maladie ou déjà avant? Depuis la maladie, parce que oui, je peux dire court, oui, ça va, je suis en vie, je suis en bonne santé, je suis en rémission depuis 4 ans, donc ça va. Mais oui, il y a des petites nuances, ça va. Émotionnellement, des fois, ça va pas, hein. Et aussi physiquement, des fois, ça va pas. Mais c'est en gros, oui, ça va bien. Comment ce cancer est rentré dans ta vie? Raconte-nous l'annonce. L'annonce, déjà, c'était fait par téléphone, par mon médecin traitante. Peut-être je dois commencer un peu avant, en fait. J'ai senti une boule dans mon sang gauche. C'était en juillet 2018. Et j'ai oublié. J'ai oublié pendant quelques mois et en septembre, je me suis dit, bon, il faudra que je fasse quand même des examens. Donc, je suis allée faire des examens. C'est pas quelque chose qui t'a fait peur tout de suite, en fait? Non, je crois que je savais au fond de moi que c'était pas bon. C'est jamais bon de sentir une boule dans le sang. Ma première réaction, c'était déni. Je le vois pas, ça n'existe pas. C'était pas alarmant pour moi. Je me suis dit, ça peut pas m'arriver de toute façon. On pense toujours, ça m'arriverait jamais. Ce jour-là où j'ai reçu le diagnostic, j'ai reçu un message vocal sur mon téléphone du médecin qui m'avait fait les biopsies. Il m'a dit, il faut que je contacte mon médecin traitant pour parler d'une chirurgie éventuelle. Donc, déjà, je savais. T'avais compris. J'avais compris, mais j'étais dehors, en fait. J'étais dans la rue. Donc, je suis rentrée chez moi parce que là, j'ai eu un gros de stress, un coup de peur. Je suis rentrée chez moi pour parler avec mon médecin traitante. Elle a jamais dit le mot cancer, en fait. Elle a dit, bon, il faut que t'ailles te faire opérer en urgence. On contactait l'Institut Curie. Et là, j'ai dit, bon, du coup, c'est un cancer. Et elle m'a dit, a priori, oui. Elle a commencé à expliquer plein de choses et puis là, c'était blackout, c'était le noir. J'ai plus rien écouté. Je sais même pas comment ça est terminé et je sais juste qu'après, j'ai appelé mon mari qui est devenu mon ex-mari depuis et j'ai rien dit. Je me suis juste éclatée en sanglots. J'arrivais pas à dire un seul mot. Et donc, lui a compris aussi. Donc, c'est une annonce sans vraiment mettre les mots. Même ton médecin, il te dit...
a priori, c'est pas clair, quoi. C'est pas clair. Ça t'a dérangé? Ça m'a beaucoup dérangé que ça se fait par téléphone déjà. Et moi, j'étais pas prête. J'étais en train de faire des cours, je vivais ma vie. Bon, les examens étaient au fond de ma tête, mais bon, c'était pas présent à ce moment-là. Et j'étais toute seule à la maison, donc c'était assez dur à encaisser ça à ce moment-là. Donc j'aurais bien aimé que ça soit plus préparé. Après, est-ce qu'on peut vraiment se préparer pour une annonce comme ça? On n'est jamais prête à entendre quelque chose de si difficile. On entend ton petit accent. Oui. D'où est-ce qu'il vient? Et est-ce que tu étais en France pour l'annonce? Comment ça s'est passé? Moi, je suis américaine à la base. Donc, j'ai grandi en Californie, à Los Angeles. Et je suis arrivée en France en 2012, je crois. Donc, ça fait 11 ans que je suis en France. Et justement, la maladie était en France. Et heureusement, parce que si j'étais aux États-Unis, je sais pas ce que je serais devenue. J'ai pas du tout la même prise en charge. Pour un cancer, j'imagine qu'il faut avoir une très bonne assurance. Et même avec une très bonne assurance aux États-Unis, j'imagine qu'il y a beaucoup de frais qui sortent des poches. Donc, c'est un peu symbolique, en fait, parce que une semaine avant de recevoir le diagnostic, j'ai reçu ma nationalité française. Incroyable. Ta nationalité, elle est liée au fait que tu puisses bénéficier de la prise en charge française ou non, t'aurais pu quand même? Non, j'aurais pu quand même, mais c'était plus rassurant de dire, OK, maintenant je suis française, donc maintenant je peux vraiment profiter de tout, même si avant, avec le titre de séjour, c'est tout à fait pareil. Hein. C'est hyper symbolique et c'est important que tu dises ça parce que, tu vois, nous, on est nés avec ça et c'est normal, mais c'est pas si normal que ça. Surtout quand on se rend compte des prix, des traitements, quand on regarde les trucs Amélie et tout, c'est énorme. Raconte-nous comment ça s'est passé, donc la suite de l'annonce. Mon mari à l'époque, il a pris rendez-vous à l'Institut Curie pour moi et voilà, ça s'enchaîne. Et les premières semaines sont horribles parce que t'as beaucoup des examens à passer. C'est des examens que j'avais jamais fait. IRM, le TEP scan, des choses qui sont assez invasives, beaucoup de piqûres, beaucoup de choses. Il m'avait demandé si je voulais sauvegarder des ovules. J'étais pas du tout prête pour faire ça. C'était une intervention assez lourde sous anesthésie. J'ai pas accepté parce que je ne pouvais pas faire ça au même temps que comprendre tout le reste et que j'allais faire un chimio, et que j'allais faire une chirurgie, que j'allais faire de la radiothérapie. C'était beaucoup. T'as eu tous les traitements lourds? Oui, j'ai eu les formules complètes. 16 séances de chimiothérapie. Même si les dernières, j'ai refusé de les faire. J'en avais marre, j'étais au bout de ma vie et je me suis dit, je dis à mon oncologue, non, c'est bon, c'est fini, j'arrête. Il a accepté. Et puis j'ai eu une mastectomie sur le sein malade avec reconstruction en même temps. Et puis 25 séances de radiothérapie. Et puis 6 mois plus tard, j'ai eu une opération de mastectomie prophylactique au sein droite. Parce que l'annonce ne s'arrête pas là. Il y a d'autres choses que tu vas apprendre rapidement. J'ai fait un test génétique parce que j'étais jeune quand même, 35 ans, avec un cancer du sang. Bon, c'est pas, même si maintenant peut-être c'est plus courant de voir ça. Et donc le médecin m'avait fait un test génétique. Ils ont trouvé que j'ai les mutations du gène BRCA1. C'est une mutation qui crée le cancer du sang et aussi le cancer des ovaires, donc c'est lié. Et c'est pour ça qu'on t'a proposé de faire une mastectomie prophylactique, c'est ça? Exact. Encore une autre annonce, n'est-ce pas? Parce que tu nous as dit que c'était un triple négatif également. Oui. Maintenant, on parle, là on est à distance, toi comme moi, mais au moment où t'as reçu ces annonces, on connaît pas tout ça, les triples négatifs, les génétiques. T'as compris ce qui se passait? Ah, c'est une bonne question en fait, parce que c'était quelque chose chez moi et je ne voulais pas comprendre. Je voulais pas comprendre en détail ce que ça voulait dire triple négatif. Je voulais pas comprendre ce que les traitements allaient me faire, les chimios, comment ça marchait. Je ne voulais rien savoir en fait. Donc j'ai pris un peu de distance par rapport à ça pendant les traitements. Après les traitements, c'est là où j'ai pu sortir mes examens, les résultats, et les lire. Pendant les traitements, j'ai jamais fait ça. Je voulais rien savoir. Est-ce que c'était par peur? Oui, je crois, parce que je me disais que plus que j'en sais, plus que je vais avoir l'angoisse. Donc, je préférais avoir une espèce de regard d'enfant, si on peut dire ça,
un regard innocent de vraiment ne pas savoir et de découvrir par moi-même, mais sans avoir toutes ces réflexions dans ma tête. Et si ça se passe comme ça, et si ça marche pas comme ça. Ouais, je voulais pas comprendre le fonctionnement de tout ça. Maintenant qu'on est à distance, on peut quand même dire, c'est quand même un gros truc. Oui. Je sais pas comment tu le vois maintenant, ça fait 4 ans. C'est beaucoup de choses en même temps, quoi. Je les vivais pas comme ça, et même à l'époque, je les vivais pas comme ça. L'annonce du gène, je sais pas pourquoi, mais ça m'a pas perturbée plus que ça. Dans certains mesures, je crois que ça m'a rassurée parce que ça donne une réponse au quoi. Au pourquoi en un mot. En général, on n'a pas cette réponse-là. Toi, tu l'as. Ouais. Donc, c'est très facile. Bon, ok, j'ai le gène, je sais pourquoi. Bon, il n'y a pas d'autres choses à chercher. Même si oui, il y a peut-être d'autres choses à chercher. Mais... Même aujourd'hui, c'est vrai que j'ai le gène et mes médecins me disent, bon, il faut enlever les ovaires à 40 ans. Donc, c'est vrai que j'ai cette étape encore à franchir. Mais pour l'instant, je suis pas prête à les enlever. Okay. On verra. Comment se sont passés les traitements? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu veux nous raconter? Quelque chose qui t'a spécialement marqué? On vit des jours au jour, d'un moment à l'autre. On peut pas vraiment faire des plans ou préparer des grands voyages, des grandes choses parce qu'on ne sait pas comment on va se sentir dans une semaine, dans 2 semaines. Et c'est vrai, avec l'accumulation des chimiothérapies, on s'enfonce de plus en plus profond dans une espèce de fatigue énorme. Mais ce qui m'a marqué, en fait, c'était pendant les premières semaines où je passais tous mes examens. J'étais à l'Institut Curie, justement, en train d'attendre, parce qu'on attend beaucoup. Et je sais pas pourquoi, mais je pleurais. Je n'arrivais pas à me contrôler et je pleurais et j'avais des larmes qui sortaient. Et la secrétaire est venue me voir et elle m'a sorti de la salle et elle m'a dit t'as le droit de pleurer, mais pas devant les autres. Waouh, ok. Donc il faut vraiment que je fasse image de courage, de tout va bien, alors que je suis au bout de ma vie là, c'est pas possible, c'est que je vais vivre. Ça m'avait choqué, cette attitude. Je peux la comprendre aussi, et c'est vrai que si moi je rentre dans une salle et les autres patients ils sont en train de pleurer, et bon, ça va peut-être aussi me faire monter un peu la peur. Donc je comprends, mais ça m'avait un peu brusqué au moment où j'ai entendu. Et tu nous parlais d'opération, donc double mastectomie finalement. J'imagine que ton corps est différent maintenant. Comment ça se passe? Comment tu y vas à cette opération-là et à cette deuxième opération après? Et comment tu es maintenant justement? Comment ça va? Bon, les opérations, pour moi, c'était l'étape le plus angoissante. Bon, les chimios, c'était très dur aussi. C'était dur. Après, je peux pas mentir. Mais j'ai eu la chance, en fait, parce que j'ai eu de l'aide de gynécologue de l'Institut Curie qui m'avait dit que je n'étais pas obligée d'enlever les seins et de ne pas reconstruire en même temps. Parce qu'à la base, il m'avait proposé une mastectomie complète, pas de reconstruction. On fait la radiothérapie et puis on reconstruit 1 an, 2 ans après. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Normalement, oui. Le gynécologue m'a dit, tu n'es pas obligé de faire ça. Tu peux demander une reconstruction en même temps. Et donc là, ça m'a beaucoup aidé en fait. Le fait de ne pas voir mon corps sans sein pendant un petit moment, ça m'avait beaucoup aidé. Et j'ai eu vraiment de la chance parce qu'ils ont pu conserver les mamelons. Donc en fait, mes seins, quand je les regarde, ils sont à peu près les mêmes. Bon, pas la même consistance, pas la même texture. Donc ça m'a beaucoup aidé en fait d'accepter cette transformation. Après, aujourd'hui, bon, ça va très bien. Hein. J'ai fait de la rééducation, la kiné pour remobiliser les bras. Les cicatrices, ça se voit à peine. Ça va très bien. Après, il y a une manque de sensibilité. Donc, je sens rien à mes seins. Et ça, c'est dommage pour la vie sexuelle, par exemple. Ou même quand je suis à la plage. Des fois, j'ai le sang qui sort de mon bikini et je le sens pas parce que je sens pas l'air frais qui touche la peau. Et donc, mon sang, il est sorti. Donc, il y a un certain gêne là-dessus, oui. Est-ce que tu as perdu tes cheveux pendant la chimio? Oui.
Comment ça a été? Ça, c'était dur aussi. Mais le plus dur que moi, c'était les sourcils. Parce que bon, on perd les cheveux, on a beaucoup de solutions, on a des perruques, on a des petites bonnets qu'on peut mettre. Ok, moi, je me suis habituée et c'était pas trop mal au final. Perdre les sourcils, on a vraiment un air de malade en fait. Et j'ai remarqué que les gens me regardaient plus. Je voyais dans leur regard qu'ils me regardaient peut-être un peu doublement, un peu pour voir, ok, elle est peut-être malade. Ça m'avait le plus gêné parce que c'est aussi quelque chose qu'on peut pas vraiment cacher. Bon, on peut le pendre, c'est sûr. J'ai fait un peu de ça, mais pas beaucoup. Et cette image justement un peu de vulnérabilité où on voit que t'es malade, pour toi c'était compliqué justement à gérer? Oui, c'est un peu compliqué. Cette fragilité en fait que tu montres finalement. Ouais, c'était quelque chose que je ne pouvais pas cacher. Aussi la perte des cils aussi, ça change vraiment le visage, je trouve. Oui, ça c'était un peu compliqué pour moi, vis-à-vis de moi-même d'abord, et puis aussi vis-à-vis aux autres, parce que je voulais pas être la malade. Je voulais juste, quand je sortais de l'hôpital, je voulais juste être comme les autres. En fait, je voulais juste reprendre une vie normale, courante. Est-ce que à la fin des traitements, tu as envie de célébrer? Pas du tout. Moi, j'ai pas eu cette envie de fêter, quoi qu'il en soit. Pour moi, les fins de traitement étaient très difficiles parce qu'en plus, les fins de traitement étaient couplées avec mon divorce. Le jour où j'ai fini la radiothérapie, c'est le jour où mon mari a quitté l'appartement où on habitait ensemble. Donc, c'était très compliqué pour moi, la fin des traitements parce que je me retrouvais seule. J'allais plus à l'hôpital, donc je voyais pas mes copines de l'hôpital. Au final, on se fait une petite famille là-bas. On croise les mêmes patientes. On participe à les activités de la maison des patientes. Donc ça m'a beaucoup soutenue pendant cette période. Et la fin, oui, c'est un peu, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais avec moi-même maintenant? Encore une fois, c'est beaucoup. C'est-à-dire que ton mari est parti. Enfin, vous avez décidé ça. Est-ce que c'est entre guillemets à cause de la maladie? Et ça va rejoindre une question que je voulais te poser. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu as dû renoncer à cause de la maladie? Ton histoire d'amour, par exemple? Non, en fait, mon ex-mari et moi, on était déjà en train de se séparer. Quand j'ai eu l'annonce, ça faisait quelques mois qu'on était déjà en train de se séparer. Il était déjà parti de la maison. Et quand j'ai eu l'annonce et le diagnostic, il est revenu à la maison pour m'aider. Après qu'on s'est remis ensemble, donc c'était un peu flou. Est-ce qu'on est ensemble, est-ce qu'on n'est pas ensemble? Bon, j'ai eu ma réponse plus tard, que non, en fait, non, c'est fini. Voilà. Et de renoncer quelque chose, j'avais peut-être des rêves d'aller vivre en Suisse, justement, pour faire une formation d'interprétariat à l'université de Genève. J'ai renoncé ça, mais c'est pas que j'ai renoncé, j'ai réfléchi mes idées, mes plans pour le futur. C'est vrai qu'il y a un petit amoureux que j'avais renoncé aussi. Parce que quand ça allait pas avec mon ex-mari, j'ai commencé à sortir avec un autre. Pourquoi pas? Ça change tout, oui. Un autre. Et cette personne habitait loin de moi. Donc, j'avais plus l'énergie de faire une relation de distance. Donc, c'est vrai que pendant la chimiothérapie, pendant le traitement, j'ai renoncé à ça. J'avais vraiment besoin de focaliser sur moi-même parce que moi, je donnais toute mon énergie aux autres. Je donnais tout ce que j'avais aux autres au point que je vivais plus ma vie, en fait. Je vivais la vie des autres pour leur faire plaisir. Et donc, c'est là aussi, c'était compliqué parce que c'est là où je me rends compte qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que moi je veux? Sans les influences des autres et sans être obligée ou sans vouloir faire plaisir aux autres, qu'est-ce que je fais maintenant pour moi-même? Qu'est-ce que je veux vraiment? Et ça rejoint donc la question du podcast, le pourquoi en 2 mots. En arrivant au studio, tu m'as dit, il y a quelque chose que je comprends pas dans le titre et tout. Et c'est vrai que c'est un titre très français parce que c'est tiré d'une chanson de Jacques Brel, Ne me quitte pas. Et en plus, il y a un jeu de mots avec le pourquoi et en 1 mot ou en 2 mots. Est-ce que tu mets un sens à cette épreuve? Est-ce que tu te sens différente maintenant qu'avant la maladie? Oui, complètement. Je me sens complètement différent et je peux même dire merci à la maladie de m'avoir appris certaines choses sur la vie que je menais avant.
En fait, le plus grand cadeau que ce cancer m'a donné, c'était de renouer les liens avec moi-même, de redécouvrir qui j'étais et de faire confiance à cette personne que je suis. On a parlé de la peur au début, tu sais, et tu m'as dit en gros, j'ai pas voulu comprendre très bien. Et maintenant que t'es derrière les traitements et tout, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait encore peur derrière cette maladie? C'est très intéressant cette question parce que la peur, c'est quelque chose que j'ai voulu explorer un petit peu. Parce que je me suis dit, soit on agit par l'amour, soit on agit par la peur. Je me suis rendu compte que même après la maladie, je faisais certaines choses en fonction de la peur. Et oui, en fait, j'ai trouvé que ma plus grande peur aujourd'hui, c'est la fatigue. J'ai peur que mon corps ne puisse pas me suivre. Si je fais une randonnée toute la journée en montagne, je me dis, j'ai peur. Parce que je sais pas si mon corps va tenir, est-ce que je vais être fatiguée, est-ce que je vais tomber dans le pomme, je sais pas, il y a toutes ces questions. Que ton corps te lâche. Exact. Ça. Parce qu'on pourrait rejoindre ça de justement quand on a traversé la maladie. C'est bizarre ce sentiment qu'on a. C'est un peu comme une trahison, un peu. Qu'est-ce que c'est que cette maladie? Qu'est-ce que c'est que ce corps qui fabrique une maladie? Et c'est un peu le corps déjà qui lâche, quoi. C'est vrai que pendant la maladie, je parlais beaucoup des trahisons de mon corps, que mon corps m'a trahi. Maintenant, je le vois autrement. C'est pas vraiment une trahison. C'est le langage du corps. C'est le corps qui te dit, change quelque chose. C'est pas comme ça que je veux vivre vraiment. C'est la seule façon de l'écouter, c'est de faire quelque chose comme ça, de nous faire du mal. Le langage de notre corps, c'est ça, c'est les douleurs, c'est les petits picotements, c'est les petites tensions qu'on peut voir dans le corps, dans les muscles. Donc en fait, je suis maintenant très attentif à ça. En fait, je suis toujours en train de demander à mon corps, alors, est-ce que cette situation te va? C'est lui qui commande. C'est lui qui commande maintenant. He's the boss. Parce que le corps sait tout avant le cerveau, en fait. Il sait quand une situation n'est pas bonne pour nous. Il sait quand une personne n'est pas bonne pour nous. Mais c'est juste que tellement subtil, on l'écoute pas. Il y a une question que je rêve de te poser, mais peut-être tu vas me dire non, je veux pas te répondre. Comme on a fait un livre ensemble et qu'on a chacune écrit un chapitre, est-ce que tu peux me dire ton chapitre, de quoi tu parles? Je rêve de savoir. Ah oui! Mon chapitre prend la forme d'un poème, parce que j'avais envie d'écrire un poème. Et ça parle justement de la rémission. Et ce que c'est la rémission, qu'est-ce qu'on crée avec la rémission. C'est très personnel le poème, hein? Ça parle aussi de beaucoup de mes luttes antérieures, émotionnelles. Pas que avec la rémission, pas que avec les séquelles que je subis aujourd'hui, hein? En me réinsérant dans la vie active où les gens autour de moi que je vois tous les jours ne savent pas ce que j'ai traversé. C'est aussi ça, répondre à ces exigences en fait de la vie active et de la société aussi. Et même dans l'amour, quand il faut rencontrer d'autres partenaires, c'est toujours un sujet au début. Il faut que j'explique, j'ai eu un cancer du sein et... Tu te sens obligée d'en parler rapidement? Si je vois que cette relation va aller plus loin et que cette personne va découvrir mon corps, oui, j'ai besoin d'expliquer à cette personne avant qu'est-ce que j'ai traversé parce que il va découvrir les prothèses, mes cicatrices, aussi il y a des séquelles d'un niveau vaginal aussi, la sécheresse, tout ça. Donc il y a plein de choses qui pour moi sont importantes qu'il faut que moi je le dise avant un rapport en fait. C'est un moment difficile de faire ça. Pour moi c'est difficile parce que je ne sais pas comment l'autre personne va le prendre. Je sais pas s'ils vont dire c'est trop compliqué. Ça arrive ça? Ça m'était jamais arrivé. C'est vrai qu'à chaque fois les partenaires ils sont assez bienveillantes. J'ai eu juste un qui voulait pas toucher mes seins parce que ça lui faisait bizarre de toucher les seins en prothèse en silicone. Donc il a évité cette zone. Qui du coup ça m'avait pas trop plu parce que du coup je me sens un peu
rejetée, un peu anormale, un peu mise à côté. Bien sûr. Plus on a cette maladie jeune et plus ça a des répercussions sur toute la vie, quoi. Et tu nous as expliqué que t'as pas voulu ponctionner, c'est ça, les ovocytes avant la chimio. Oui. Donc t'es une femme très jeune. Est-ce que ça fait partie des renoncements? C'est vrai que ça aussi, en fait. Je crois qu'au moment où il m'avait demandé si je voulais sauvegarder les ovules, j'étais pas très informée. Je comprenais pas vraiment les conséquences. J'attendais pas du tout que les chimiothérapies allaient dérégler mes règles et mon système reproductif à ce point-là. Là, en fait, à 40 ans, je me retrouve en ménopause, avec des bouffées de chaleur, avec de la sécheresse cutanée et vaginale, tout ça. Pour moi, c'est très dur à vivre, hein, parce que c'est pas le moment. Pour moi, dans ma tête, je suis toujours jeune, j'ai toujours envie d'avoir une vie sexuelle épanouissante. Et donc, c'est vrai que ça ralentit, ça entrave certaines choses, ça rend les choses plus difficiles, en fait. Il faut que je prenne vraiment beaucoup de soin de mon intimité, en fait, avec des produits, avec des lubrifiants, avec... Et ça fonctionne? On a toutes le même problème, hein. Je veux dire, toutes les femmes qui sont passées par là. On peut pas juste lancer insouciante dans une aventure. Il faut vraiment réfléchir et que le partenaire aussi soit au courant. Et du coup, oui, j'arrive, mais c'est un petit peu plus compliqué. C'est ça. Et puis, il faut vraiment anticiper et s'en occuper, quoi. Exact. J'ai fait beaucoup d'infections à cause de ça. Donc, c'est vrai que c'est pas très agréable. Donc, tu te poses des questions avant de faire un rapport. Il faut vraiment que ça vaut la peine, sinon. Sinon, on en reste à un drink. Exact. On reste au drink et au cocktail. Quand on a une maladie, mais qui a des conséquences justement sur notre sexualité, parce que c'est beaucoup plus dur de faire l'amour parce qu'on a des sécheresses vaginales, parce qu'on a des douleurs, parce qu'on est fatigué aussi. Mm-hmm. Et on est obligé de se poser des questions sur c'est quoi le sexe, qu'est-ce qu'on attend de nous, qu'est-ce qu'on attend de l'autre, et qu'est-ce que c'est que cette histoire de performance qu'on met partout, même là, quoi. C'est ça? Oui, exactement. En fait, moi, je trouve qu'il y a une espèce de pression pour avoir une performance sexuelle, même dans un couple qui est à eux depuis longtemps, mais beaucoup aussi dans des nouvelles relations. Si on fait pas l'amour pendant 2-3 semaines, donc on trouve ça bizarre, et donc il y a une espèce de culpabilité qu'on met sur nous ou sur le couple. Et donc des fois on va se sentir obligé et on va se forcer à faire l'amour pour notre couple, pour faire plaisir, encore une fois, pour faire plaisir. Ouais, et puis même presque pour être un peu normal, quoi, tu vois, parce que on se trouve pas normal peut-être d'avoir des relations sexuelles espacées finalement, tu vois, mais ça rejoint cette idée de est-ce qu'on pourrait pas avoir comme là, tu sais, la slow life, le slow sex, est-ce que c'est possible pas d'envisager? Oui, exactement. Moi, je suis pour complètement le slow sex. En tout cas, maintenant avec mes changements dans mon intimité, je peux qu'avoir le slow sex en fait. Ça me fait mal d'aller trop vite et j'ai besoin de beaucoup de temps, des réchauffements en fait, pour être prête pour avoir un rapport. Donc c'est super important, même tous les préliminaires, les touches. Et même maintenant, comme j'ai plus les seins, j'ai plus les sensibilités au sein, il faut trouver une autre façon pour un peu m'exciter, pour toucher les bras ou toucher une autre partie de mon corps. Donc en fait, il faut être créative. C'est vrai. Et donc, c'est un tout. C'est pas juste aller droit au bout. C'est vraiment une ambiance que j'ai besoin de créer, en fait, pour entrer dans le mood et pour, après, faire cette exploration sexuelle avec quelqu'un d'autre, en fait. Mais en fait, c'est voir complètement les choses différemment, hein. Tu fais reset sur ce qu'on nous a appris ou le sexe vu par la société. Donc, toi, tu parles de temps au moment où tu as un rapport, mais aussi peut-être ce temps entre deux pour aussi, avoir envie aussi, tu vois. Exact. Il faut que l'envie se crée, en fait, que ça se monte et ça va pas se monter peut-être même pas en une soirée. Il va falloir plusieurs semaines, des communications, des échanges un peu enrichissants, intimes aussi, des mots, un peu de confiance aussi. J'ai besoin de me sentir en confiance et juste aller tout lentement pendant tout l'acte, en fait. Et de ne pas avoir cette pression d'arriver à un fin. Cette pression finalement de l'orgasme en fait, c'est ça. Exact. C'est pas obligé. C'est pas obligé du tout. C'est pas une finalité. C'est une expérience.
Et de toute façon, l'orgasme, ça peut se faire de plein de manières différentes, pas juste par l'éjaculation de l'homme ou même de la femme. Il y a beaucoup de façons d'avoir un orgasme et d'avoir du plaisir, en fait. Et pour moi, c'est juste un voyage sensoriel. C'est aussi ça que nous apprend la maladie, en fait. C'est de voir les choses sous un angle différent, peut-être. Après, c'est mon corps aussi qui exige ça. Quand je fais l'amour, on va dire, classique, patati patata, on va droit au bout, et je me sens mal. Il y a des fois où je dois dire, désolé, vagin, qui t'a subi ça, en fait. Je suis désolée. Maltraitance, presque. Oui, parce que des fois, je me mets dans cette situation et je me mets à disposition des partenaires pour aussi leur faire plaisir. Bon, ils veulent avoir la finalité, donc je leur laisse des fois. Alors que je suis pas en train de vraiment passer un bon moment. C'est un travail que j'essaie aussi de faire avec mes partenaires, de dire, OK, on stoppe. Ça me fait plus plaisir, en fait, donc on stoppe. On arrête un peu, on reprend demain. Dans une semaine, on verra. Mais là, maintenant, tout de suite, il y a besoin de stop. C'est hyper fort d'assumer ça, quoi. Donc là, c'est de se faire passer en premier. Ça, on a tellement pas l'habitude déjà en tant que femme, n'est-ce pas? Exact. Et ça passe quand tu dis ça? En général, ça passe. Des fois, ça passe pas. C'est vrai que des fois, les mecs, ils vont se mettre un peu en colère. Ils vont être un peu frustrés. Mais après, ils vont comprendre plus ou moins. Après, si la personne ne comprend pas, pour moi, tant pis, c'est pas le bon partenaire pour moi de toute façon. Je prendrai un autre, c'est bon. Next. Bravo pour ton parcours. Et merci encore une fois, Cristal, de nous avoir ouvert tout l'accès à toi et à ton histoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire. Merci.